Allez, assez de sensiblerie, les affaires reprennent, je les entends, mieux je les sens. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, mon petit Bernard ? C'est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers. Allez, c'est parti, soyez les bienvenus sur Séance Radio pour cet épisode numéro 14 de Fin de Séance, votre podcast ciné qui débriefe autour d'un verre les films à l'affiche. Nous sommes de retour au Hurling Pub pour une spéciale horreur malheur consacrée à Sans un bruit et Hérédité. On va parler d'un blockbuster et d'un film un peu plus confidentiel. Je pense qu'on pourrait dire un film indépendant d'ailleurs. C'est plutôt un film indépendant, hein, tout à fait, Hérédité. oui, on peut le dire. Un premier film même. Et oui, on va en reparler. Pierre Delors de fanfootage.fr est là, présent. Bien, je suis toujours là, on peut pas se débarrasser de moi comme ça. Ah bah attends, il manquerait plus que ça. Attends. Ilan Ferry et Julien Munoz sont également des nôtres. Tout à fait, exactement. Nous aussi on est là, on se débarrasse pas de nous. Ça va, Ilan ? Pas si facilement. Tu vas bien ? Oui, toujours. Bon, toujours. Alors, on va préciser que nous avons que 2 micros, donc du coup, eh bien, nous avons Pierre Delors qui joue à Philippe Risoli. Tu veux que je fasse sauter le micro dans ma main ? Allez, bonjour Julien, ça va ? Salut. Tu vas bien ? Ouais. Bon, est-ce que vous êtes prêts les amis à vous faire peur ? À faire tourner la roue de la fortune. Allez, bouh ! Bon, cette mission, c'est quoi ? Immense buzz critique et déjà très gros succès au box-office mondial. Sans un bruit est le second film mis en scène par l'acteur-réalisateur John Krasinski qui, après avoir joué dans la version américaine de The Office ou encore réalisé la comédie La Famille Hollard qui était sortie directement en VOD, je ne l'ai pas vu, je sais pas d'ailleurs, vous allez me dire autour de la table si vous avez vu ce film-là, s'essaye désormais au thriller post-apocalyptique, thriller horrifique d'ailleurs même, post-apocalyptique, produit par Michael Bay, et oui, dans lequel une famille tente de survivre sous la menace de mystérieuses créatures qui attaquent au moindre bruit. S'ils vous entendent, il est déjà trop tard. C'est le pitch officiel que j'ai essayé de remanier à ma sauce, mais je me suis dit que c'était très bien, ça tenait sur 2 lignes, donc je l'ai pris tel quel. Alors, nous avons vu le film il y a quelques semaines déjà, avec Ilan et Pierre. On s'est plutôt bien amusé à la sortie d'ailleurs du film, hein, puisque on a pu en discuter entre nous, n'est-ce pas Pierre ? Oui, bah pour une fois on s'est spoilé, on a échangé nos avis. Et malheureusement, alors je précise quand même pour nos auditeurs que Julien n'a pas vu le film. Non, j'ai pas vu le film. Ah, je suis désolé. Parce que la semaine dernière, je suis venu, mais je n'avais pas fait mes devoirs. Ouais. Je me suis dit que j'allais faire quand même un effort. Et en fait, j'ai fait mes devoirs à moitié. À moitié. Mais si tu as une question, tu es le bienvenu, hein, tu sais. Non, t'inquiète. Bon alors, un concept fort, hein, on peut dire, un concept fort, mais qui malheureusement est sabré au bout de quelques minutes, j'ai l'impression. Ça ne tient, à mon sens, pas du tout la route. Et puis, en fait, je suis un peu embêté parce que je sais pas trop quoi dire sur ce film tellement ça, je n'y vois aucun intérêt en fait. J'avais même envie de vous poser la question, est-ce que c'est plutôt un nanar ou un navet ? Je vous pose volontairement la question parce que je sais ce que vous en pensez. Pierre ? Je pense qu'on peut appeler ça une vaste fumisterie. Ça me fait mal au cœur de dire ça parce qu'effectivement il y a des bonnes idées. Je pense qu'il y a une vraie envie de John Krasinski de faire quelque chose avec ce film. Oui. Disons que l'expérience dans la salle de cinéma était peut-être un peu à l'image de la petite promotion, le petit truc événementiel presse qu'on a eu juste avant le film. Le cocktail sans un bruit. Le cocktail, on était obligé de porter des casques pour n'entendre absolument rien. Il fallait pas dire un mot. On avait des ardoises pour écrire et demander au serveur. Un vrai truc d'influenceur si tu veux. Ouais. Donc, bon. C'était rigolo 2 minutes et puis après on s'est tous fait chier. Et en fait je pense que c'est exactement ce qui s'est passé pendant le film, hein. Enfin, je me sens très cruel de dire ce genre de choses. Je m'excuse, il y a sans doute des gens qui sont bien amusés à organiser cette soirée. Merci encore. Ah, ça a brainstormé grave. Hein. Invitez-nous la prochaine fois. Ou pas, pardon. En tout cas, le ton cru qui servait était très bon. Il y a une espèce de shirashi. Enfin bon bref. Oui, le film. Alors, je m'emporte. Le film, en fait, ça m'embête un peu parce qu'effectivement, il y a des. Moi, je trouve que John Krasinski et Emily Blunt sont assez bons. Ils sont très convaincants. Ouais. Ils sont touchants. Le casting qui joue les jeunes sont assez bons aussi. Et cette actrice sourd-muette qui joue un des rôles principaux. Et mine de rien, c'est suffisamment rare pour le souligner. Maintenant, le film commence pas mal et effectivement, le concept est sympa. On peut, au moindre son, cette espèce de créature absolument abominable sorte de nulle part. Ce qui devient un problème d'ailleurs plus tard dans le film. Elle pop comme ça d'une scène à l'autre, même dans des pièces fermées, on se demande d'où elles viennent.
Ça donne envie de s'y intéresser. Tout de suite, on se projette, on se dit mais tiens, mais comment est-ce que je pourrais vivre dans un monde pareil? Et là, surtout, quand on est un peu cinéphile, ça suscite l'imagination. On se dit mais là, il y aurait moyen d'être créatif, il faudrait trouver plein d'idées avec ça, je veux dire, j'ai pas envie de spoiler, j'ai plein de scènes qui me viennent en tête, malheureusement, je peux pas en parler. Sauf que qu'est-ce qui se passe? C'est que le film tombe dans tous les plus gros poncifs du cinéma d'horreur. Au final, on est face à un spectacle qui est extrêmement basique, qui d'ailleurs tout coule de source. Moi, j'ai pas eu sursauter une seule fois pendant tout le film. Et surtout, ce qui est vraiment absolument impardonnable, c'est que d'accord, c'est son premier gros long métrage. On peut faire des erreurs de mise en scène, on peut se tromper un peu sur certains points, mais par contre, qu'est-ce que c'est bête et qu'est-ce que c'est mal écrit, quoi. Tellement bête, ouais. En fait, c'est ça le plus gros problème, c'est que d'accord, il a pas eu la plus grande imagination du monde, mais on pourrait lui pardonner s'il y avait un petit peu un souci d'écriture, un souci de crédibilité Et de cohérence. Mais alors c'est complètement incohérent. Je veux dire, on sortait de la salle, on disait mais et pourquoi ci, et pourquoi ça, et pourquoi ci, et c'était impossible de justifier toutes ces aberrations. Le film est profondément idiot, je sais pas, mais au moins profondément incohérent. Et il y a un truc, alors c'est pas un spoil parce qu'on le voit dans la bande-annonce. Emily Blunt. Donc on vit dans un monde où il est impossible de faire le moindre bruit. Nous sommes en 2022. Voilà, c'est après l'apocalypse. Ces créatures sont sorties de nulle part, d'ailleurs on le saura jamais. Le moindre son, elle débarque, elle vous tue. C'est aussi simple que ça. Elle choisit de tomber enceinte. Et c'est pas genre un accident. Ah zut, comment on va faire pour survivre? Je suis tombée enceinte, on va être dans la merde. Non, elle choisit de tomber enceinte. Et forcément, ça met tout le film en péril. Et c'est complètement idiot. C'est quelque chose en plus qui est pas présenté au public en fait, où on n'est pas dans la même dynamique que les personnages. Ouais, Julien, vas-y. Je me permets d'intervenir. J'avais cru comprendre que le film commençait le 89e jour après l'apocalypse en fait. C'est ça, ouais. Donc on peut estimer qu'elle est tombée enceinte avant, non? Non, il y a une ellipse. Ouais, il y a une ellipse de temps. Ça commence 89e jour et puis ensuite on la reprend 400 jours plus tard et elle est enceinte et on se dit mais c'est la pire idée du monde, meuf, et évidemment tu vas crever comme une débile. Ilan, vas-y. Écoute, alors d'accord. Alors, voilà. La bouche, ça va être compliqué aujourd'hui, j'ai l'impression. Ça va bien se passer. Alors moi à la base le concept du film m'intéressait parce que il se proposait de répondre à une question, enfin non pas de donner la réponse mais de donner une réponse à une question qui moi m'intéresse beaucoup depuis un certain temps, c'est comment mettre en scène la peur. Donc là on avait un concept fort qui effectivement était de tout passer par le son, en tout cas l'absence de son. Donc la première partie j'ai trouvé vraiment pas mal. Il y a un côté il y a un décor qui est bien planté, il y a même un petit côté The Last of Us pour ceux qui connaissent les jeux vidéo avec le look barbu de John Krasinski, un gosse, etc. Alors on est dans l'Americana, on est dans l'État de New York. J'ai vu, ça fait penser à Signs de Shyamalan un peu. Il y a un peu de ce côté-là. Ouais. Il y a quelques bonnes idées, dont le fait que pour toutes ces personnes justement qui vivent sans faire un bruit, chaque son qu'ils entendent à un moment donné est totalement amplifié, aussi bien pour eux que pour le spectateur. Donc c'est plein de petites choses, de petites idées comme ça qui sont disséminées par-ci par-là, qui sont pas mal. Sauf qu'effectivement, comme le dit Pierre, à un moment donné, le film décide de tomber dans tous les poussifs du film d'horreur lambda, avec son lot de jumpscares, d'incohérences, de choses comme ça. Et je trouve ça dommage parce qu'à un moment donné, le film reste sur du concept, sur du high concept movie et ne transcende jamais ça. Et ce qui est assez dommage parce que voilà, sur le fond, encore une fois, il y a des choses qui sont intéressantes. On pourrait aussi voir les monstres comme une espèce de métaphore de la peur de ces parents de ne pas pouvoir protéger leurs enfants. Parce que je pense que le film est aussi là-dessus. Le fait que John Krasinski et Emily Blunt soient en couple, à mon avis, n'est pas innocent. Mais aussi, c'est un effet pervers qui est que John Krasinski a forcément envie de glorifier un peu sa madame et de lui donner des atours un peu badass, notamment lors d'une deuxième partie qui est un peu grotesque quoi sur bien des points. Donc voilà, donc il y a un bon concept, mais malheureusement qui finit par être sur des rails qui le rend anecdotique. Voilà, anecdotique, pas mémorable, pas à la hauteur de son concept et de ses ambitions.
Ouais, et Pierre. Et puis surtout, il y a un moment, si tu crées un univers de film d'horreur, parce que c'est vraiment ça, c'est un univers de film d'horreur, c'est pas juste dans notre monde, un jour, un tueur poursuit une jeune fille, non, pas du tout. Il y a des créatures, c'est la fin du monde. C'est un survival. C'est un survival, et puis on nous installe un espèce de fonctionnement, on voit 2-3 fermes comme ça qui fonctionnent les unes, enfin, ils communiquent par des signaux lumineux, etc. Donc il installe un univers. Sauf que quand tu installes un univers, il faut que l'univers soit cohérent. Et là, à un moment dans ce film, si tu veux, on peut se faire ensevelir. À un moment, les deux personnages sont sur un sol mou, comme ça, ils commencent à s'ensevelir. Et puis la scène d'après, justement, ils sont plus absorbés par le sol. Non, alors ça marche ou ça marche pas. Il y a un moment, il y a une créature, elle est dehors, et puis soudainement, elle est dedans. Ah alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne aussi? À un moment, la créature, on peut la tuer comme ça, puis la scène d'après, ça ne marche plus. Tu veux, tout est complètement incohérent. Il n'y a pas de règles. Et alors, la semaine dernière, c'était Ilan qui tuait mes arguments magiques. Maintenant, c'est Thomas qui tue mes arguments. Effectivement, je trouve que le film est un espèce de miroir déformé de Signs de M. Night Shyamalan, qui est un film qui a des problèmes, mais qui je trouve malgré tout très intéressant et très efficace. Et en fait, le film fonctionne quasiment sur le même modèle, avec les éléments perturbateurs au même moment, qui se règlent de la même manière. Et d'ailleurs, le film, le dénouement, exactement sur le même fonctionnement, la même thématique. Je trouve ça très étrange. Quand j'ai compris ça dans le film, ça m'a ruiné un petit peu la fin, même si de toute façon la fin je la trouve naze quoi qu'il arrive. Ça, je trouve ça étonnant. Et au final, du coup, ce que je veux dire par là, c'est un film qui commence avec un bon concept, et puis tu te rends compte que c'est un spectacle qui n'a aucune originalité. Mais par contre, rappelez-vous, dans la salle, il y avait quand même, c'est une projo presse, mais il y avait aussi pas mal de gens plus grand public qui étaient là. Oui. Mais on sent que ces grosses ficelles pas fines et ces jumpscares bien bateaux et ces grosses recettes qui nous, personnellement, nous saoulent, ça avait l'air de fonctionner très bien. C'est-à-dire qu'on est sur le public du samedi soir, si tu veux. C'est ça, en fait, j'ai l'impression quand même. Et malheureusement, c'est popcorn, quoi. Tu vois, c'est popcorn, et il faut mettre son cerveau sur pause. C'est ça, voilà. Oui, pas dans le bon sens du terme. Si j'étais un peu de recul et par rapport à ce que tu regardes. Non, mais même dans l'esthétique, le film est assez, c'est du déjà vu. Il y a aucune véritable recherche esthétique. C'est un film, effectivement, un film de série B, comme on en verrait n'importe dans n'importe quel contexte, comme on en voit à l'appel, etc. Et ce qui moi pardon. Vas-y, racle-toi la gorge. Voilà, c'est ça. Non, moi, ce qui m'a beaucoup gêné dans le film, c'est que c'est un film qui est censé être sur la famille, avec une portée émotionnelle qui est supposée être forte, notamment lors de la seconde partie. En fait, tu n'as aucune véritable empathie pour les personnages. C'est ça qui m'a dérangé. C'est que, alors, toutes les intentions du film sont justement annihilées par ça, par ce manque d'empathie que tu as pour les personnages, et qui sont juste, en fait, des pions, si tu veux. Les mecs qui sont sur, comme on disait tout à l'heure, sur des rails, et qui n'ont pas bougé d'un iota de cette espèce de trajectoire qu'on leur a donnée. Et à un moment donné, tu peux pas du tout t'en raccrocher à eux. Et en plus, justement, ils sont sur cette trajectoire, c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps en péril de se faire bouffer par les créatures. Et à un moment, ils se retranchent dans une salle où tout va bien. Ils peuvent faire du bruit. Et tu te dis, alors, pourquoi ils passent pas le 99% du film là-dedans? Ils craignent rien. Et du coup, plus rien ne tient la route, tu vois. Enfin, oui, Julien, je sais que tu voulais dire quelque chose. Non, moi, là, vous êtes pas en train de vendre du rêve, et on est en train de parler d'un film quand même de 17 millions, qui a coûté 17 millions de dollars, et qui est en train d'en rapporter plus de 400. Et en fait, je me demande d'où vient le succès. Est-ce que c'est un film concept qui a été très très bien vendu, ou parce que là ce que vous en parlez, c'est un très mauvais film qui a pas vraiment de qualité, donc en fait t'es sur un terrain connu. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune surprise. Ça remplit son contrat, voilà, mais ça ne va pas chercher plus loin, en fait. C'est comme disait Pierre, ça n'approfondit pas, et ça ne cherche pas une certaine cohérence. Et même dans la dernière partie, je pense qu'ils en avaient plus rien à foutre. D'ailleurs, ça se voit. Il suffit d'avoir le plan final en tête. Mais est-ce que vous pensez que les gens fantasment le film qu'on leur a vendu, ou ils apprécient vraiment le film qu'ils voient? Vous avez 4 heures. Alors là, si, vous avez 4 heures. Il y a un syndrome qui est le syndrome du film concept. C'est-à-dire qu'on te vend un concept et on ne veut pas aller au-delà de ça. Donc c'est juste ça. Et ce qu'il y a, c'est que c'est aussi un film qui est ouvert à d'éventuelles suites, qui peut être décliné de plusieurs manières possibles, comme c'est le cas avec The Purge.
qui est un film concept qui est maintenant décliné sur quatre films. Sans un bruit, tu peux en faire 2, 3 suites exactement sur le même canevas. C'est un peu ouais, mais tu sais que Krasinski maintenant il est en odeur de sainteté chez Paramount, donc il est sur un nouveau projet de science-fiction désormais, qui est un truc sur Mars. Et j'ai lu aussi que le boss de Paramount lui avait pour ambition de faire une suite à Sans un bruit. Oh, mais ça m'étonne pas. Voilà ce qui nous attend. Mais ce qui est très dommage, parce qu'en fait, au bout d'un moment, en fait, tu sais pas comment il va tu sens qu'il ne sait pas comment il va terminer son film. C'est ça, ouais. C'est qu'il a un bon concept, que le film aurait pu être un bon court-métrage, voire moyen-métrage. Assez ouais, sympa, c'est vrai, ouais. Un bon exercice de style, sauf qu'il n'y a pas vraiment de style et il n'y a pas vraiment de recherche sur ce qu'il veut faire du concept. Bon, bah voilà, je pense qu'on a tout dit, hein. On quitte désormais donc l'Americana, cette ambiance chaude avec ses champs de blé, pour l'état de l'Utah. C'est l'Utah, pour une ambiance un peu plus froide. Oui, on dit pas l'Utah, on dit Utah, n'est-ce pas Julien? Ok, très bien. Et plus précisément, Salt Lake City, où se situe Hérédité, le premier film de Ari Aster, âgé de 31 ans, qui a fait sensation au dernier festival de Sundance et dans lequel il est question de suivre la famille Graham qui, après le décès de la mère Dani, incarnée par Toni Collette, va être confrontée à des antécédents familiaux pas cool qui refont surface. Sans parler des phénomènes étranges assez angoissants. Alors, on a vu le film chacun de notre côté. Hein. Je ne sais absolument pas ce que vous en pensez, mais je peux vous dire que pour moi ça a été un choc. Vraiment, je suis passé par plein de niveaux d'émotions. Je suis encore hanté et terrassé, rien que d'y repenser par la puissance macabre et horrifique du film. Mais j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé du coup. Alors je vais donner la parole à Ilan. Prends le micro, Ilan, vas-y, prends le micro. Parce que je crois que toi, t'as passé une sale séance, donc je sais même pas si t'as pu apprécier le film à ta juste valeur. Tu vas tout nous raconter très rapidement, par contre. Il était une fois. Non, alors effectivement, j'aimerais bien dire que j'ai vu Hérédité. Dans les faits, c'est ce qui s'est passé. J'ai pris mon petit ticket, je suis allé au cinéma. Sauf que très rapidement, je me suis retrouvé devant une salle qui, au bout de 5-10 minutes, s'est rendu compte qu'elle ne serait absolument pas réceptive au film, à l'horreur qu'elle présentait, en tout cas à sa définition du cinéma d'horreur, à sa proposition, et qui donc pendant tout le film a trollé la séance. Ça a été dès la première partie, les 20 premières minutes, c'est ça, dès le début, ils ont trollé la séance en faisant des petits bruits, en parlant comme s'ils étaient chez leur mère, en rigolant, enfin bref, c'était assez insupportable. Donc du coup, en fait, je suis pas rentré dans le film, non pas à cause du film en lui-même, c'est que techniquement, enfin clairement, je ne pouvais absolument pas rentrer dans le film. Il y avait une impossibilité de rentrer dans le film. Ouais. Et on peut se dire, généralement, dans ces cas-là, quand tu as quelques éléments perturbateurs, tu leur dis, bon, écoutez, calmez-vous, ou peu importe. Mais le problème, c'est que c'était généralisé à toute la salle. D'accord. Ok. Et c'est un truc qui est assez étonnant et qui est pour moi assez représentatif d'un phénomène d'un phénomène général, qui est à savoir que aujourd'hui le public est conditionné, véritablement conditionné à n'être réceptif qu'à un certain type de film d'horreur. C'est compliqué pour le cinéma d'horreur au cinéma. Voilà. À être réceptif que sur des Paranormal Activity, des Conjuring, des films qui répondent à certains codes auxquels eux répondent aussi à leur manière. Mais dès que tu as un film qui sort un peu des sentiers battus, qui est une véritable proposition de cinéma, qui joue beaucoup plus sur l'ambiance, sur des choses plus viscérales, comme les Hérédités, ouais. Et comme l'a été il y a quelques années aussi The Witch, oui, qui est un film d'horreur aussi très très contemplatif, très dans l'ambiance, etc. Donc à partir du moment où t'es dans ces phénomènes-là, tu sais qu'un film comme Hérédité, malheureusement, ne va pas trouver son public. Alors, donc, du coup voilà. Ouais. Donc juste, je termine en fait. Donc le film, je vais pas pouvoir dire ce que j'en ai ressenti, ouais. Mais ce que j'en ai vu, en tout cas sur le fond, je vais pas trop pouvoir en parler, mais en tout cas sur la forme, voilà ce que j'ai vu. Moi, j'ai vu un film qui, comme je le disais, essaie de sortir des sentiers battus, est une véritable proposition de cinéma et fait appel à quelque chose de beaucoup plus viscéral
que ce qu'on nous donne littéralement à manger. C'est-à-dire qu'au départ, ça commence comme un drame psychologique dans une cellule familiale, c'est quelque chose de très minimaliste. Ouais. Et puis après, ça bascule dans une angoisse vraiment... une terreur sourde, ouais. quelque chose qui est beaucoup plus pernicieux et qui n'est pas quelque chose qui nous est donné comme ça, si tu veux. Des films comme Conjuring, comme Paranormal Activity ou même récemment ça, on en avait parlé avec Julien il y a quelques mois lors de la sortie du film, te donnent les codes, te donne absolument tout, te dit où avoir peur, quand avoir peur, de quoi avoir peur. Hérédité, c'est autre chose. Hérédité t'invite à te créer ta propre peur et avoir peur sur différents niveaux pour différentes choses. Donc voilà, donc je pourrais pas parler de ressenti, je pourrais parler de ce que j'ai vu et des intentions qui me paraissaient très louables. Bon, on va essayer de te faire rebondir sur notre ressenti alors du coup. On va essayer de donner des pistes. Vas-y Julien. Je suis pas du tout étonné de la réception du public puisque en fait le cinéma d'horreur est associé quand même aujourd'hui en tout cas à l'effet train de fantôme ou roller coaster. En fait, on est là pour se faire peur, de se faire des petites frayeurs un peu sans danger. Et là, on n'est pas du tout dans ça parce que c'est bien que tu cites The Witch, Ilan, parce que c'est un film que j'ai pensé constamment. C'est que moi, enfin, The Witch, je ne le vois pas du tout comme un film d'horreur. Je vois comme un thriller psychologique qui vire dans le fantastique ou dans l'horreur à la fin. Et Hérédité, c'est un peu pareil. C'est un thriller psychologique qui n'essaie pas de faire sursauter le spectateur toutes les 5 minutes. C'est un film qui impose un climat malaisant. C'est un film qui dure 2h08. C'est pour un film d'horreur, c'est complètement inhabituel. Et c'est là que ça reste une épreuve. On est jamais confortable dès le premier plan. Dès le premier plan, le film installe une ambiance. C'est une expérience. On sent qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette famille, dans ce contexte. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et au tout début, dans la première moitié, on ne sait pas vraiment identifier. Rien nous n'est dit où est le problème. Et on est là à le subir. On est toujours on n'est pas bien. On est dans un malaise permanent qui, je comprends, qui peut révulser, qui peut faire sortir du film ou dans lequel on n'a pas envie de s'immerger. C'est-à-dire qu'on nous présente une famille hyper dysfonctionnelle. Ça commence par un deuil. Voilà. Dysfonctionnelle, mais ou encore il y a un certain équilibre et cet équilibre va voler en éclats progressivement, c'est-à-dire vraiment pas à pas. Donc c'est un film qui prend son temps, c'est un film qui a des longueurs. Moi, j'avoue que j'ai trouvé parfois le temps un peu long. C'est un peu le défaut du film. Mais c'est au service quand même d'une démarche, d'une mécanique qui va aller crescendo et qui, dans son dernier quart d'heure, ne va plus lâcher le spectateur et qui va vraiment plus lui donner ce qu'il attend, même si on n'est pas justement dans ces clichés du film d'horreur, dans ces mécanismes de la peur facile. Je veux dire, le film n'a aucun jump scare. Il n'y a pas une montée de son qui va ou alors s'il y en a un peut-être, mais sinon il y a un travail sur le son justement. Il y a un travail qui est là pour installer une ambiance lourde, pesante et qui ne ménage pas le spectateur. Donc c'est pas un film agréable à regarder. C'est un film qui est là pour installer le spectateur dans un état d'esprit pour après pouvoir justement l'effrayer avec 3 fois rien. Il y a vraiment des effets. Quand tu réfléchis à la fin, tu te dis mais putain, ce mec a réussi quand même à faire flipper avec 3 bouts de ficelle quoi. Alors moi je tiens à dire que déjà je suis allé voir le film vierge de toute bande-annonce, tout avis. Alors il nous avait été chaudement recommandé par notre ami Sandy que je salue bien bas et qui nous a dit on sortait de Quiet Place, il nous a dit mais allez voir Hérédité, c'est l'antithèse de The Quiet Place sans un bruit. Pardon, sans un bruit. Je suis complètement international, désolé. Mais oui. Ouais, voilà. Et je suis allé voir le film, j'avais rien vu, aucune image, j'ai simplement vu l'affiche. Je tiens à dire quelque chose qui vous avez pas mentionné jusque-là, mais je trouve que le casting est assez remarquable. Toni Collette, qui est une grande actrice et qu'on ne mentionne pas suffisamment, c'est une de ces actrices que les actrices aiment voir au cinéma. Elle est souvent citée comme modèle par les comédiennes, très grande comédienne. Il y a aussi Gabriel Byrne, qui est pas mal du tout, même s'il a un rôle un peu plus en demi-teinte. Et puis ce jeune garçon qu'on avait vu dans Jumanji, Alex Wolff.
Alex Wolff qui est pas mal du tout. Je trouve qu'il y a aussi quelques très bonnes scènes, notamment dans la deuxième partie du film. Il y a des scènes d'une intensité dramatique. On est même dans l'horreur sourde. C'est très fort. Par contre, là, il faut que je le dise. Je crois que je me suis jamais autant emmerdé depuis des années. Oh non. C'était le cri de Thomas. Franchement, mais alors ça m'arrive jamais. Hein. Mais je regardais ma montre toutes les 20 minutes. Je voyais les gens sortir de la salle et parfois j'étais un peu envieux sur la dernière partie, parce que vraiment, mais j'ai trouvé ça d'une banalité et surtout, c'est un film qui paraphrase son discours en permanence et dans les dialogues et dans l'écriture et dans la mise en scène. C'est un film qui t'explique toute son intrigue dès les premiers plans. Et il y a un moment, j'étais là genre mais merci mec, mais j'ai compris. Et oui, alors il a cette espèce de problème de. En fait, de toute façon, c'est un film aussi sur le passé qui ressurgit, les traumas parce que c'est une grosse métaphore, en fait, je pense, une grosse allégorie. Je sais pas quel est le parcours de ce jeune réalisateur. Et d'ailleurs, je dis jeune réalisateur, quand le film a commencé, dès les 10 premières minutes, je me suis dit, tiens, ça c'est un mec qui doit être assez jeune et qui a pas fait grand chose. Parce que ça sentait le travail de gars qui débute. Et alors, il y a tu vois, par exemple, la mère, elle passe son temps à faire des maquettes. Si tu veux, dans les premiers plans, tu vois une maquette comme ça sur le côté de l'image où on voit différentes strates souterraines, dans une grande maquette, différentes strates souterraines de constructions absolument horribles qui font un peu maison d'horreur. Et repose sur toutes ces horreurs enfouies la réplique de la maison dans laquelle vit la famille. Voilà, c'est ça la thématique du film, c'est ce qui t'expose dès les débuts. Tout était complètement attendu pour moi, je savais exactement où on allait en venir, j'ai jamais eu une seule surprise. Et il y a quelques moments que j'ai trouvé tendus, tu vois, je l'ai mentionné jusque-là, il y a quelques moments d'horreur qui fonctionnent assez bien. Et moi, et d'ailleurs, comme tu disais Julien, je m'attendais pas à un film d'horreur, je m'attendais à rien en fait, je suis allé vierge de tout. Et j'ai vu, oui, cet aspect thriller intime, cette famille dysfonctionnelle, mais pour moi ça fonctionne pas. Et s'il y avait pas d'aussi bons comédiens dans le rôle, eh ben, honnêtement, je sais pas si j'aurais pu tenir jusqu'à la fin. Ok, oui, tu veux dire un truc, Julien, tu vas non, parce que Pierre, il me fait vachement plaisir pas par rapport aux critiques qu'il fait au film, même si moi je suis pas je donne l'impression de défendre de but en blanc le film, mais je trouve quand même que le film a certains défauts et on tend un peu le survendre. Mais là où tu me fais plaisir, c'est quand tu défends Toni Collette, que moi c'est une actrice que j'adore vraiment, qui est peut-être un peu sous-estimée parce que elle fait pas des films finalement très grand public, où elle est pas pour la jeune génération, elle doit pas être super identifiable, mais pour moi c'est vraiment, je pense que c'est un peu la patronne d'aujourd'hui, quoi. C'est un peu la je suis d'accord, celle qui succède à Meryl Streep. C'est je sais pas si vous avez vu la série United States of Tara qu'elle avait fait il y a quelques années, où en fait elle jouait une schizophrène qui avait plusieurs personnalités et elle jouait ses personnages. Et en fait, ce qui était très très fort dans cette série, c'est que qui aurait pu être très caricatural, elle arrivait à passer d'un état à un autre de manière très spontanée, mais en même temps te montrant l'évolution de la transformation qui était. C'était vraiment très fort. Et là, on est un peu dans le même ordre d'idée, c'est-à-dire le personnage de la mère passe dans des états émotionnels, des évolutions qui sont très violentes ou très abruptes, mais en même temps on sent cette montée de violence chez elle, cette montée de ces excès, tout ça qui arrive, et c'est vraiment très forte, et franchement elle impose le respect dans le film, c'est affolant. Ouais, je suis d'accord. Oui, moi j'ai juste ajouté plusieurs choses. On va parler en fait un peu des films miroirs avec Quiet Place, Sans un bruit. Quand j'étais sorti de la projo de Sans un bruit, l'une des critiques positives que j'entendais souvent, c'était c'est vachement bien, c'est un film d'horreur à l'ancienne, etc. Alors je trouve que Hérédité, dans son approche, dans sa manière justement d'aborder l'horreur, vraiment par le prisme de l'ambiance, des non-dits, des petites touches, des choses comme ça, est beaucoup plus à l'ancienne qu'un film Sans un bruit, parce qu'il y a un minimum, ça joue sur le minimalisme, mais un minimalisme qui est tellement prenant et qui renvoie à des choses qui sont intime en fait. Je pense qu'Hérédité, c'est un film sur l'horreur intime,
sur l'horreur de la famille. C'est deux films qui parlent tous les deux de la famille, de l'horreur qui s'insinue dans la cellule familiale, mais de manière beaucoup plus pernicieuse dans Hérédité et dans son approche. Moi, je trouvais que le film, par son économie de moyens, était beaucoup plus efficace que Sans un bruit. Renvoyé, on parlait, dans les arguments publicitaires, on a l'exorciste de notre temps, et je trouve que c'est pas galvaudé dans un sens, parce que ça m'a beaucoup fait penser à l'exorciste. Le film est vraiment dans une mouvance l'exorciste, Rosemary Baby, à côté ça. 13 années 70, même si le fait de le vendre en termes nouveau exorcisme, l'exorciste des temps modernes, je trouve ça un peu exagéré. Mais je suis ok, Pierre, très bien. Prends le micro s'il te plaît. On va discuter toi et moi. T'as pas du tout été chopé par le contexte, l'ambiance, la trajectoire, ces deux parties qui sont bien distinctes et pourtant qui font ressortir quelque chose quand même d'assez effrayant au sein de cette famille jusqu'au climax final. Il y a pas non. Moi alors j'ai senti les 2 heures passer. Parce que j'étais rincé, et je peux te dire que même à un moment dans le film, j'étais à 2 doigts de me barrer, mais pas pour les mauvaises raisons, parce que c'était une chape de plomb, c'était quelque chose qui... Bon, alors effectivement, je suis papa, donc ça m'a touché d'autant plus, vous verrez. Mais vraiment, je suis étonné que tu me dises que tu te sois emmerdé à ce point-là, parce que voir des films comme ça, de cette facture, de cette sincérité, et voir un jeune type comme ça rebalancer toutes ces références qu'il a, pour moi, à mon sens, parfaitement digérées, je suis très étonné de ta part. Écoute, je suis un homme plein de surprises. Oui, je vois ça. Moi, ce que je dirais, c'est que le film donc dure 2 bonnes heures. Pour moi, il aurait mérité d'être bien plus ramassé. Il aurait duré ne serait-ce qu'1 heure. Il aurait sans doute été plus pertinent. Et je vais te dire pourquoi. C'est pas la peine de faire les gros yeux. Non, mais ok, fais-moi penser à plus de payer de coups. Et puis voilà. Non, je pense que c'est un jeune réalisateur qui est alors effectivement très honnête dans sa démarche, qui essaie de se positionner dans un cinéma d'horreur qui ne fonctionne pas sur les codes du gros cinéma d'horreur blockbuster qui est aussi The Quiet Place. Et effectivement, comme tu disais Julien, il ne fonctionne pas sur la thématique du jumpscare, et moi j'en peux plus de jumpscare. Il y en a 1 ou 2, mais c'est pas grave parce qu'ils sont assez justifiés pour le coup dans le film. Oui. Simplement, quand je disais que c'était un jeune réalisateur et que je l'ai très vite compris, je trouve que c'est un film qui ne sait pas exactement où il va. Il y a en fait une foule d'idées visuelles qui parfois, selon moi, n'ont pas nécessairement de cohérence par rapport à l'histoire et qui me paraissent un petit peu gratuites, ou alors un peu trop simple, un peu trop basique. Ok, il reprend les mots. Notamment cette idée du tilt shift, donc cette espèce d'effet maquette quand on voit la véritable maison des. Alors, faut expliquer ce que c'est le protagoniste. C'est une image vraie avec un flou autour qui rend l'image un peu miniaturisée. Voilà. Un peu miniature, un peu maquette. Donc de toute façon, c'est un film qui est en permanence dans la mise en abîme, puisque le film s'ouvre d'ailleurs là-dessus. Je trouve que c'est un film qui ne sait pas toujours dans quelle direction il va, qui en fait trop, qui est trop long, et à chaque fois qu'il y avait un moment, parce qu'il y avait un moment vraiment, je piquais du nez, c'est un peu fort, mais il y a des moments vraiment je m'ennuyais et je soupirais un peu et j'ébahais quelquefois, et à chaque fois que le film me recaptait, parce que soudainement il y avait quelque chose qui attirait mon attention, parce qu'il y avait une scène avec un moment dramatique ou un moment horrifique assez puissant, et bam, on repartait dans des plombes et des plombes de scènes à rallonge, où pour moi il se répétait, et puis effectivement il y a un aspect un peu contemplatif dans ce film, mais il laisse sa caméra balayer pendant des heures les mêmes pièces, où encore une fois il te cache, mais non pas du tout, il te balance dans la tronche, notamment avec ses maquettes, les clés de compréhension de toutes les scènes de tout le film. Moi je trouve qu'il en fait trop, il avait trop envie et des fois les images sont assez belles, il y a quelques images assez fortes, mais moi je pense qu'il a fourré tout ça dans un gros film, et que ça mériterait d'avoir été bien plus bref, plus de coupes et sans doute plus d'économie de moyens. C'est étonnant ce que tu me dis, parce que tu vois, je suis en train de me revoir hier dans la salle, et quand je suis sorti, je voyais pas quoi jeter, tellement j'ai été scotché par cette histoire, par cette trajectoire des personnages, par ce qu'il arrive à dégager, ce que ce réalisateur arrive à sortir des acteurs. Putain, sans déconner, c'était fort, et oui, qu'est-ce que je peux dire,
ce drame psychologique qui vire à l'angoisse pure, qui est pour moi maîtrisé de bout en bout. Hein. Sincèrement, je voyais pas quoi jeter, hein. Vraiment. Hein. Ouais, Julien. Pour me mettre un peu du côté de Pierre, pour trouver un peu des défauts, on peut dire quand même que la deuxième partie, l'ésotérisme de la deuxième partie est un peu gratuit quand même. On a une explication qui tombe un peu comme ça. Moi, je trouve pas. Mais comme moi, elle amène une deuxième partie quand même où t'as un final qui fonctionne du début jusqu'à la fin. Moi, ça m'a pas posé plus de problèmes que ça. Mais c'est vrai que il sort un peu cette carte de l'ésotérisme, un peu comme ça, il a sur son chapeau, ce qui fait que bon, peut-être voilà, on peut ne pas marcher. Alors, je suis désolé, je vais spoiler, mais c'est vraiment un mini spoil. C'est-à-dire que cette fameuse carte ésotérique dont tu parles, pour moi, elle est parfaitement cohérente parce qu'il y a, à un moment donné, il y a une micro-séquence pendant les funérailles de la grand-mère avec la gamine qui, à un moment donné, capte le regard d'un des invités, qui tout de suite pour moi raccroche les wagons avec la fin et avec ce qui se passe par rapport au passé de la mère, de Toni Collette, etc. Et pour moi, c'est parfaitement cohérent en fait. Je trouve le film assez bien vu sur le caractère, on va dire, toxique de la famille, parce que c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir et qu'on ne veut certainement pas voir dans un film. Et ne le montrer comme ça de manière aussi crue et de manière aussi frontale, j'ai trouvé ça assez couillu. Et voilà, encore une fois, moi je parle pas de ressenti, je parle de ce que j'ai pu en recevoir dans ce contexte particulier. Mais il y a toute cette proposition, tout ce côté malaisant dont parlait Julien, que je trouve pas rafraîchissant, mais justement qui détonne tellement dans le paysage horrifique qu'on devrait justement, rien que pour ça, on devrait dire que Hérédité est vraiment un bon film. Ce sera le mot de la fin pour Ilan, tiens. Non, mais voilà, bon, t'as parfaitement le droit, Pierre. Hein, c'est ton choix, c'est ton droit. Non, mais le film est un peu chiant, c'est tout. Ok, bon, d'accord. Et alors, pour terminer, tu vois, moi, par exemple, tu disais, Ilan, que toi, t'as eu beaucoup de soucis par rapport au public qui était à côté de toi. Bah, écoute, moi, j'ai été très surpris parce que, pour l'anecdote, j'ai eu, à un moment donné, j'ai vu débarquer 10 gosses, 15 ans, tu vois. Je me suis dit, putain, la séance, ça va être foutu. Et ben non. Ils sont restés, tu vois, et ils ont pas moufté. Personne n'a moufté. Comme quoi. Moi, je suis sûr qu'ils ont été payés par Julien, justement, pour me pourrir la séance. Bon, voilà, Hérédité est dans vos salles. À vous de voir. Soit vous êtes plutôt sans un bruit mainstream, soit vous êtes plutôt dans Hérédité, pardon. Quelque chose d'un peu plus, on va dire, avec une facture un peu plus noble. Mais un peu plus relou. Allez, fin de séance, le podcast c'est maintenant terminé. Rendez-vous sur séanceradio.fr, SoundCloud, Podcast Addict et toutes les autres applis podcast évidemment. Hashtag fin de séance sur les réseaux sociaux pour nous suivre et pour nous retrouver, c'est très très simple. Pierre, à très vite. Ben oui, à très vite, ce podcast n'a pas duré si longtemps, contrairement à Hérédité. Oh, t'es mauvais. Non, mauvaise foi, pardon. On te retrouve sur fanfootage.fr. Yes. Et sur Twitter, @fanfootagefr. Ilan et Julien, à très vite les amis. À bientôt. Salut. La semaine prochaine, vous serez des nôtres. Oui. D'ici là, sur cinevibe.fr et cinevibe.fr sur Twitter. Exactement. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. On apprécierait beaucoup effectivement si vous partagiez à fond ce podcast. Et quant aux commentaires, n'hésitez pas, on répond à tout. On vous fait de très très gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine les amis. Bisous. Ciao. Nous allons faire du bon travail ensemble. Yes. No. OK. Le mercredi, c'est un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Mon ambition comme acteur dans mes films, c'est surtout de servir le film. Où en fait, moi je me suis dit, d'accord, ce qu'ils sont en train de dire, je le ressens aussi. Asseyez-vous sur le fauteuil de Séance Radio. Merci beaucoup et à très vite sur Séance Radio. Avec plaisir, merci beaucoup. À 19h et sur toutes les applications podcast.